Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la charnière. Je suis avec Julien. Bonjour Julien. Salut Samy, comment ça va? Eh bien écoute, ça va super. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Au début, ils étaient 36 et désormais, ils ne sont plus que 24. Il s'est récemment terminé, il y a 2 jours, au moment du tournage, la phase de groupe, cette phase de ligue voilà, de la Ligue des Champions. 24 clubs qualifiés, des barragistes, on va en parler, des grands déçus. Aujourd'hui, on vous fait un petit bilan sur cette phase de ligue et c'est parti. Ouais, c'est ça, on va faire revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et ce qu'on retient surtout de cette phase de ligue, qui nous a déçus, qui nous a plutôt agréablement surpris ou qui a tout simplement performé à hauteur de son statut. Bon, on va faire un petit bilan et ce qu'il faut retenir de la phase de ligue. Juste pour préciser, on tourne le vendredi juste après le tirage au sort des barrages des 16e de finale. Pardon. D'ailleurs, les barrages, vous les voyez actuellement sur votre écran, notamment un fameux PSG Monaco. PSG qui, on va l'évoquer, est sorti du top 8 et qui donc affrontera Monaco, le seul deuxième autre club français, on va aussi y revenir, qualifié pour la suite de la compétition. Pas de choc a priori dans les barrages, mais ça va quand même commencer à se corser. Les matchs à élimination directe, c'est toujours quelque chose d'un petit peu particulier. C'est vrai, toujours quelque chose d'un petit peu particulier. Mais avant de parler de nos clubs français, on va revenir tout d'abord sur vraiment une performance incroyable de cette phase de Ligue de Coupe d'Europe. Les clubs anglais, la Première Ligue, qui a surdominé cette phase de groupe avec la quasi-totalité de ses représentants présents dans le top 8. Il n'y a que Newcastle qui a fini 11e. C'est ça, 12e exactement. 12e exactement, Newcastle qui finit 12e de cette phase de ligue. Seul club anglais à être sorti du top 8 et d'ailleurs à la toute fin de cette phase de groupe avec ce match nul un partout face au Paris Saint-Germain. Donc Julien, qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur cette performance des clubs anglais? Franchement, c'est quelque chose d'assez remarquable. On voit que vraiment la Première Ligue est en force sur cette phase de Ligue des Champions. Comme tu l'as dit, 5 clubs anglais dans le top 8. On peut même dire 6 clubs anglais dans les 12 premiers. C'est assez phénoménal, donc dans le premier tiers finalement de cette Ligue des Champions. Moi, ce que je retiens, c'est évidemment les performances d'Arsenal notamment, qui a fait un 8 sur 8 et qui est donc la première équipe à remporter 8 matchs dans la phase de ligue de l'histoire de la Ligue des Champions de nouvelle formule. Mais c'est surtout qu'on a 3 clubs anglais dans les 4 premiers puisque Liverpool et Tottenham sont 3e et 4e. D'ailleurs, Liverpool et Tottenham qui font pas une très très bonne saison, on le sait, notamment les Spurs qui sont assez loin au classement, assez perdus en Première Ligue, mais qui en Ligue des Champions ont réussi à dominer, ont réussi à gagner leur match et se retrouvent dans le top 4. Et on sait que le top 4, c'est quand même vachement important puisque ces 4 clubs du coup vont à chaque fois recevoir au match retour jusqu'en quart de finale et donc pourront avoir une belle occasion d'atteindre le dernier carré de la compétition. Performance exceptionnelle effectivement des clubs anglais. Pour revenir un petit peu sur Arsenal, on peut spécifier que c'est les premiers et ils resteront à jamais les premiers depuis le nouveau format de la Ligue des Champions à faire le 8 sur 8. Que des victoires, notamment une victoire mémorable face au Bayern de Munich qui finit dauphin de cette phase de groupe de Ligue des Champions, entre voilà, un match exceptionnel entre les 2 meilleures équipes européennes. Arsenal qui reste aujourd'hui encore sur cette phase de groupe de Ligue des Champions la meilleure équipe offensive avec une moyenne de quasiment 3 buts par match. Donc immense performance. Et la meilleure défense de la phase de ligue d'assez loin. 4 buts seulement encaissés, dont 2 sur le dernier match où les Gunners étaient déjà quasiment sûrs d'être premiers à moins d'une défaite très 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 large face au Kairat Almaty où Arsenal a gagné 3-2. Donc réellement 2 buts pris en 7 matchs, c'est vraiment une performance très très impressionnante comme tu l'as dit. Ouais. Donc voilà, performance incroyable de la part des Gunners. On pourra aussi parler un petit peu de Chelsea que beaucoup n'attendaient pas intégrer ce top 8 et qui voilà, après une victoire assez retentissante face à un Napoli qui s'est accroché jusqu'au bout, voilà, a permis sur le score de 3-2 d'intégrer ce top 8. Et pour parler des grands déçus, on peut directement entamer avec ce fameux Napoli qui lui, pour le coup, a vraiment choqué, on peut dire, sa phase de groupe de Ligue des Champions. Le Napoli, champion en titre d'Italie, ne sera pas au rendez-vous des 8e et encore moins des 16e de finale. Donc le premier des grands déçus, Julien.
Ouais, le premier des grands déçus, c'est clairement le Napoli. Alors, tu l'as évoqué, là, ce match contre Chelsea, c'était vraiment un super match. Je pense que c'était le plus beau match de ce multiplex. Des images que j'en ai pu voir, on a vu des buts vraiment magnifiques. Le but de Vergara pour le Napoli est vraiment, vraiment très beau et le doublé de João Pedro qui va donner la victoire à Chelsea est vraiment assez phénoménal. Mais ouais, Naples qui, en tant que champion d'Italie, sort dès la phase de ligue, c'est quand même assez problématique quand même pour le football italien. Ça montre aussi un petit recul du football italien, je pense, sur le continent européen. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je vérifie tout de suite, mais ouais, c'est ça, il n'y a aucun club italien dans les 8 premiers. Tous les clubs italiens qui sont qualifiés passeront par les barrages, donc Atalanta, Inter Milan, Juventus, du coup passeront par les barrages. Mais surtout le Napoli, en fait, a vraiment de choc sur certains matchs, notamment à domicile. Ils font match nul à domicile contre Francfort qui est éliminé de la compétition. Ils font match nul à Copenhague. Pareil, qui est dans les éliminés de la compétition. Ils vont perdre à Benfica. Benfica qui à l'époque avait très très peu de points. Je ne sais plus exactement combien ils avaient, mais ils avaient maximum une victoire. Je crois qu'ils avaient gagné juste avant contre l'Ajax. Voilà, le Napoli vraiment… Évidemment, la défaite contre Chelsea, c'est celle la plus marquante parce que c'est celle qui élimine le club encore une fois à domicile. D'ailleurs, encore une contre-performance à domicile. Mais c'est avant que le Napoli aurait dû se qualifier sur ces matchs un peu plus abordables. Ils n'ont pas pris les points. Voilà, c'est comme ça. Le Napoli, grand déçu de cette phase de groupe de Ligue des Champions, mais ça n'est pas le seul du tout. On peut parler un tout petit peu de Villarreal qui n'a engrangé qu'un seul point. C'était lors d'un match nul à domicile face à la Juventus. Un seul point sur toute la phase de groupe de Ligue des Champions Villarreal, alors que pourtant le club est 4e de Liga actuellement. C'est ce qui s'est passé. Donc le sous-marin jaune qui effectivement, comme son nom l'indique, a coulé dans les abysses. Ça a bu la tasse fort là, ouais. A coulé dans les abysses les plus profonds du football européen. Et pourtant, 4e de Liga, une équipe qui a l'air de performer sur le plan national mais pas international. Pourtant des joueurs de qualité, Villarreal, on peut penser à Renato Vega, à Nico Tadze et tant d'autres. À Pape Gueye qui a marqué en finale de la CAN très récemment, Thomas Partey qui est arrivé, Nicolas Pepe qui fait du bien à cette équipe-là depuis qu'il est arrivé dans la banlieue de Valence. Mais surtout, Villarreal, c'est un petit peu comme le Napoli, c'est beaucoup de matchs perdus contre des équipes qui n'étaient pas très fortes. Ils ont réussi à perdre contre Pafos. Notamment, ils ont réussi aussi à perdre contre l'Ajax à domicile, à perdre contre Copenhague à domicile. Donc, évidemment, Villarreal n'avait pas sa place en Ligue des Champions cette année. Ils l'ont acquise l'année dernière grâce à leur classement, mais ils n'avaient pas le niveau. Et on le voit un petit peu dans les gros matchs que Villarreal a tout au long de cette saison-là. Ils ne sont pas invités sur ces matchs-là. Ils ont pris une trempe il y a très peu contre un Real Madrid malade. Et puis on le voit sur la Ligue des Champions, un seul point, c'est autant que Khairat Almaty qui globalement faisait figure de très 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 petits poussets dans cette compétition. On l'a vu dès qu'ils ont marqué un but, c'était le plus beau jour de l'histoire du club. Non, franchement, Villarreal, c'est la grosse déception européenne de cette phase de ligue, 3e du dernier championnat d'Espagne, qui prend la porte aussi et assez piteusement. Même Nice en Ligue Europa a pris plus de points que Villarreal cette année en Ligue des Champions, c'est dire. Contre-performance absolument terrible du sous-marin jaune et pourtant on y vient enfin, les grands déçus parmi les éliminés. On doit en parler, désolé par avance à tous nos amis marseillais, mais l'OM, l'Olympique de Marseille qui à la dernière seconde, à la dernière minute du dernier match, le scénario catastrophe. Le scénario terrible sur un match qu'ils n'ont même pas joué d'ailleurs, sur un scénario absolument fou, digne de Spielberg, Christopher Nolan. Personne n'aurait pensé à ce scénario-là. Je pense que même si Netflix avait voulu faire le multiplex de Ligue des Champions le plus improbable, le plus what the fuck pour le rendre attractif, ils n'auraient pas pensé à ça. Ils n'auraient pas pensé à ça. Et pourtant, c'est la réalité. L'OM implose 3-0 face à Bruges. Donc ils peuvent avoir des regrets quant à ce match parce que, il faut le dire, ils n'ont pas fait le taf face à une équipe
qui était largement à leur portée, je pense, quand même, surtout au vu des résultats récents de l'Olympique de Marseille. Une équipe qui n'était pas dans le top 24 au début du match, quoi. Au début du match, oui. Qui avait mis une trempe à Monaco, on se souvient, à la première journée de la phase de Ligue, mais qui, derrière, n'avait pas beaucoup pris de points. Bruges, qui est très mal en points en plus en championnat de Belgique. C'est très décevant pour Marseille, mais on le voyait un petit peu venir. On se souvient de la semaine dernière, il y a une semaine du match contre Liverpool où pas mal de personnes avaient des attentes, avaient envie de voir un OM conquérant. Et on a vu un OM qui s'est vraiment fait caca dessus, comme on dit, qui n'a pas du tout joué crânement sa chance. Et plusieurs fois dans la compétition, on a vu un petit peu ce scénario de l'OM qui allait se faire éliminer arriver. On se souvient du match au Sporting où l'OM se saborde complètement. Le match contre Liverpool, là on y vient. Et puis évidemment, ce 3-0 à Bruges, 2-0 au bout de 11 minutes de jeu, des erreurs défensives assez grotesques. Et encore, ça peut aller plus que 2-0 à la mi-temps. Voilà. Marseille qui était tout simplement en fait, pas assez fort pour passer en barrage. C'est ça l'enseignement côté club français de cette phase de Ligue des Champions. C'est ça, et surtout qu'en vérité, l'Olympique de Marseille, on peut le dire quand même, ils n'ont pas assuré le match face à Bruges. Mais d'un autre côté, il y a quand même aussi ce scénario improbable de le Benfica Lisbonne doit gagner face au Real Madrid par 2 buts d'écart. Et à la dernière minute, c'est le gardien Anatoly Trubin qui d'une tête plongeante absolument magistrale, élimine l'Olympique de Marseille à je sais pas combien de centaines de kilomètres de Bruges à Lisbonne. Enfin, terrible. Donc. Ce qui est assez marrant en plus, c'est que vraiment, une minute avant, Trubin n'avait pas du tout conscience qu'il fallait que le Benfica marque un but parce qu'il s'est retrouvé dans sa surface à faire un amorti poitrine pour gagner du temps. On a d'ailleurs vu Rui Costa, le directeur sportif du Benfica, être au foudrage contre le gardien du Benfica pour lui dire d'aller jouer vite et d'aller chercher ce but. Le coup franc de la dernière chance arrive, un coup franc lointain. Mourinho lui dit de monter et puis là, la magie du football opère. C'est Trubin qui envoie cette tête plongeante. Je ne sais même pas s'il plonge, mais en tout cas cette tête qui élimine du coup Marseille, qui en vrai ne doit pas se reposer sur le fait que les autres l'ont éliminé. C'est Marseille qui a perdu en fait. Oui, c'est Marseille qui a perdu parce que quoi qu'il arrive à Lisbonne, tu n'as pas le droit de prendre 3-0 face à Bruges. Tu peux perdre le match, tu peux te faire dominer, tu peux être dans un cercle où la confiance n'est pas à son paroxysme. Mais je pense que d'un autre côté, tu dois quand même assurer une défaite qui n'est pas une défaite par 3 buts d'écart. C'est ça. Donc l'OM, finalement, en vérité, encore une fois, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Beaucoup, comme tu l'as dit, l'avaient vu venir, mais au final, c'est l'enseignement qu'on gardera de cette phase de groupe de Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Et vu qu'on parle de nos clubs français, on va faire un petit focus plus précisément sur les 2 autres représentants. Ceux qui se sont qualifiés, eux. Voilà, ceux qui, eux, se sont qualifiés. Désolé encore une fois à nos amis marseillais. On peut parler de 2 équipes qui vont se rencontrer en barrage, du coup, le PSG et Monaco. On le sait depuis aujourd'hui, un petit peu plus tard que midi. Le tirage au sort a parlé. Le Paris Saint-Germain rencontrera l'AS Monaco en 16e de finale, en barrage, pour accéder au 8e de finale. Donc un petit écho, encore une fois, pour le Paris Saint-Germain qui avait déjà affronté le Stade Brestois l'année dernière. Donc un match très intéressant. 2 équipes qui ont eu une phase de groupe un petit peu mitigée. Le Paris Saint-Germain avait très très bien débuté. Avait très bien débuté, mais 3 derniers matchs, aucune pas de victoire. Aucune victoire, un match nul assez triste face à Newcastle, alors que il fallait assurer les 3 points pour rester dans ce top 8. Et en face, l'AS Monaco qui tient la route face à une Juventus de Spalletti qui était plutôt en forme récemment. Romani, on a bien compris que le match nul arrangeait les 2 équipes quand même, j'ai l'impression. On a bien compris. En vérité, il y avait une solution pour que la Juve intègre le top 8, mais c'était une infime chance. Il aurait fallu que l'Inter et Dortmund fassent nul, que le PSG Newcastle effectivement fasse nul, que Chelsea ne gagne pas face à Naples. C'était un peu impossible. C'était impossible, il aurait fallu un alignement des planètes. Donc oui, très clairement, le match nul arrangeait les 2 équipes. Voilà, la Juventus était assez haute dans le classement des barragistes. Monaco s'assurait une place en tant que barragiste. Donc voilà, un match assez triste, assez terne, faut dire ce qui est. Mais bon, les 2 équipes sont qualifiées. Donc toi,
est-ce que tu as un petit avis à nous donner sur ce barrage à venir entre Paris et Monaco? Alors c'est difficile de le dire parce que ça va pas arriver tout de suite. Là, on va avoir quelques semaines. Mais évidemment que le PSG est grandissime favori de ce match-là. Luis Enrique, il a dit, il voulait les barrages. Il préférait les barrages parce qu'avec l'élimination en Coupe de France face au Paris FC il y a quelques semaines, le PSG allait perdre 1 ou 2 matchs dans sa routine, dans le calendrier qu'ils avaient prévu. Donc il les récupère avec les barrages. Et puis pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, cet affrontement contre Monaco. C'est un club qui globalement réussit très bien aux Parisiens ces dernières années. On se souvient des scores fleuves sur les derniers matchs pour le PSG, même si le match aller de cette année en Ligue 1 pourtant, la dernière confrontation a été un petit peu plus compliqué pour le PSG, mais quand on voit les difficultés de Monaco aujourd'hui en championnat, ce match terne, tu l'as dit, contre la Juve, on ne voit pas comment le PSG qui est en train de retrouver tous ses joueurs va être en difficulté réellement sur 2 matchs contre cette équipe-là. Si c'était que sur un match, pourquoi pas, peut-être qu'un exploit un peu comme ce qui s'est passé avec le Paris FC en Coupe de France. Mais sur 2 matchs, le PSG sera au-dessus et va passer en 8e de finale pour moi. Mais en tout cas, Monaco a fait le job. Monaco a réussi ses objectifs, est en barrage. Un peu dommage pour eux quand même de tomber sur le PSG. Je pense qu'ils auraient préféré tomber contre une autre équipe européenne. Et puis, vu que c'était pour Paris Saint-Germain ou Monaco ou Karabag, aller à Monaco, c'est moins fatigant qu'aller en Azerbaïdjan pour jouer contre Karabag. Donc, je dirais que pour le PSG, tout bénef. Pour Monaco, un peu dommage de tomber contre le PSG, mais de toute façon, l'objectif de Monaco, il est déjà rempli. Et maintenant, focus sur la Ligue 1 pour essayer d'aller retrouver une compétition européenne parce qu'on sait que financièrement, c'est vital pour les clubs français. Effectivement, donc ce Paris Saint-Germain-Monaco, le match aller le 17 février, normalement, si tout se passe bien. Donc un match intéressant et qui promet un choc au sommet pour 2 clubs qui restent 2 clubs légendaires en France. Tu nous parlais du Karabag. Eh ben, un petit point quand même que j'aimerais aborder sur les petites équipes qui jouent désormais en Ligue des Champions. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire, ce nouveau format. C'est vrai que du coup, on a parlé d'équipes qui choquent, d'équipes qu'on attendait dans les 24 qui y sont pas. Si elles y sont pas, c'est qu'il y en a d'autres qui ont pris leur place et qu'on n'attendait pas là, quoi. Exactement. Et parmi ces petites équipes, le Karabag et Bodo Glimt. Et c'est là qu'on voit que ce nouveau format, quand même, apporte une certaine forme d'égalité en termes de chance, parce que cette année, comme l'année dernière, on a vu plusieurs clubs, on va dire, mineurs, pour rester respectueux, voilà, mineurs sur le plan européen, ont réussi à faire de très belles performances. Donc là, par exemple, on a Bodo Glimt qui se qualifie sur les 2 dernières journées après 2 victoires absolument inattendues. Improbable. À l'extérieur, face à l'Atlético Madrid, au Metropolitano, à domicile, une victoire 3-1 face à Manchester City. Et qui souffrait d'aucune contestation. C'était 3-0 à la 60e, je crois, pour Bodo Glimt. Ouais, absolument. Et Guardiola avait dit si on perdait 5-0 à ce moment-là, ça aurait été logique en fait. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, il y a même ce match nul pris à Dortmund face au mur jaune. Enfin, voilà, de très belles performances de Bodo Glimt notamment. Et voilà, du coup, 2 clubs mineurs, on va dire, qui se retrouvent barragistes. Donc j'ai les matchs sous les yeux. Bodo Glimt a tiré l'Inter quand même pour les barrages, ça n'est pas n'importe qui. Non, mais ça fait un beau match de gala. Pour le coup, un petit peu comme Monaco, eux ils ont réussi leur campagne de phase de ligue. Ils ont réussi leur objectif qui était, j'imagine, être dans les 24. Ça leur fait un super match de gala. C'était leur première participation en Ligue des Champions, il faut le rappeler, à Bodo Glimt. Donc l'Inter, c'est le finaliste de l'année dernière. C'est un super match de gala pour eux et pourquoi pas refaire un exploit. Et surtout que ça va être très intéressant parce que si je me trompe à vérifier, mais il me semble que le championnat norvégien n'est pas actif actuellement, il est décalé par rapport aux autres championnats européens. Donc c'est-à-dire que Bodo Glimt va jouer ses barrages dans une période où ils n'auront pas d'autres matchs de championnat à jouer, ou très peu il me semble, l'information. C'est ça. La compétition reprend début mars en Norvège parce que avec le climat proche du cercle polaire, on le rappelle pour Bodo Glimt notamment, c'est compliqué de jouer au football. Ils sont sur une pelouse synthétique pour pouvoir jouer ces matchs de Ligue des Champions, pour qu'il y ait une pelouse décente qui puisse être proposée pour ces matchs-là. Mais ouais, ça fait un moment qu'ils n'avaient pas joué, ou en tout cas en dehors de ces matchs de Coupe d'Europe, ils n'ont pas joué.
Donc ouais, la double confrontation contre l'Inter va être intéressante. Donc quelle chance et surtout un miracle en vérité pour ce club voilà, d'une petite ville de à peine 50 000 habitants de jouer contre l'équipe qui occupe actuellement la première place du championnat italien. Karabakh quant à eux affronteront Newcastle au barrage. Donc Ouais. voilà, deux rencontres qui promettent d'être intéressantes et on va voir si ces petits clubs arrivent à confirmer face à des cadors entre guillemets européens. Donc ça sera à suivre au barrage. Ouais, je pense qu'on a tout dit à peu près sur cette phase de ligue. Peut-être spécifier quand même la performance assez XXL de Kylian Mbappé sur cette phase de ligue, auteur de 13 buts. 13 buts, oui, c'est vrai qu'il a mis un doublé. 13 buts et 3 passes décisives. Donc en vérité, alors c'est pas sur le même format, mais il me semble que le record de buts de Ronaldo c'est 17. Je crois que c'est 17, ouais. 17, peut-être que Benzema l'avait égalisé aussi de sa grande saison là où il gagne la Ligue des Champions. Il porte le Real. Mais tout ça pour dire que Kylian Mbappé a déjà 13 buts en phase de groupe de Ligue des Champions. Si le Real a la chance et l'opportunité d'aller loin dans cette compétition, C'est 17 buts, ouais, 17 buts 17 buts, 2013-2014, voilà. c'est ça. Hein. jusqu'où il y aura Kylian Mbappé, lui qui actuellement est le fer de lance voilà, de l'équipe madrilène. Donc ouais, tu fais bien d'en parler, performance XXL du Kicks. Malheur en tout cas à l'équipe qui tombera contre le Real lors des prochains tours parce qu'on va avoir un Kylian Mbappé très 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 revanchard, je pense. Si jamais le Real arrive à se qualifier face à Benfica, Si, qu'il rejoue déjà au barrage Benfica, qui les avait battus 4-2. Voilà, Qui nous a battu sa 4-2, je pense que tout le exceptionnelle. monde s'en souvient, c'était il y a 2 jours avec ce scénario complètement dingue. Attention, est-ce que Mourinho va encore nous sortir quelque chose de son chapeau contre le Real? À voir. Mais en tout cas, voilà, je tenais à souligner quand même cette performance de Kylian Mbappé parce qu'on entend beaucoup de critiques sur le Real cette année. Voilà. En tout cas, Kylian Mbappé, lui, il répond présent en termes statistiques, il porte son équipe et je pense qu'il fallait le souligner. Ouais, ces barrages, franchement, ils promettent. Alors malheureusement, il n'y a pas énormément de chocs dans ces barrages, il faut le dire, des matchs intéressants quand même. Je pense à un petit Atalanta-Dortmund, même si l'Atalanta a un petit peu perdu de sa superbe ces dernières années. Ça reste une équipe qui a encore un an et demi à peine été championne d'Europe avec cette Europa League qui avait été prise. Voilà, on a quand même ce Real Benfica, ce PSG Monaco, donc voilà. Un petit Atlético Madrid-Bruges aussi, Ouais, qui ça est peut, intéressant. ça peut être intéressant, ouais. Bruges, ça reste une équipe qui est joueuse avec des joueurs intéressants. Je pense que ça peut être sympa à regarder. Le Juventus Galatasaray aussi. Galatasaray qui a quand même de bons joueurs, qui est une équipe qui joue, donc on verra bien. À suivre, voilà. En tout cas, c'était un petit peu ce qu'on voulait vous mettre en avant et vous dire ce qu'on nous on a retenu de cette phase de Ligue Ligue des Champions. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ce que vous retenez et quels sont vos avis sur le classement des clubs français, sur la Première Ligue qui domine, sur l'Espagne qui est un petit peu plus en retrait que ces dernières années avec 2 clubs, on ne l'a pas cité, mais Bilbao qui n'est pas non plus qualifié pour le prochain tour, pour les barrages ou dans le top 8. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette phase de Ligue des Champions. Et surtout, si vous avez quelques petits pronostics pour les barrages, nous, ça nous intéresse. Vous pouvez nous les dire, toujours. On serait ravis de savoir c'est quoi votre avis sur les potentiels joueurs qui vont briller ou autres clubs qui vont se démarquer, des outsiders peut-être. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur la charnière et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!